Donc bonjour à toutes et tous, à ceux que je ne vois pas mais qui m'entendent. Je suis Jean-Luc Vienne, je suis le directeur du CIDEF et ce moment-là concocté avec Patrice autour de son essai et pas forcément un moment du CIDEF, c'est une causerie, mais ça a quand même du sens pour nous, pour le centre de formation que nous sommes. Donc voilà, l'idée c'était de se prendre une heure pour discuter avec Patrice, pour causer avec Patrice, j'aime bien ce terme, autour de son essai pour un nouvel art de vivre populaire. Peut-être que chacune et chacun d'entre vous n'a pas eu l'occasion de le lire, d'autant que il est introuvable, déjà. Il est déjà introuvable. On crée le désir, là. Qui sort en librairie le 8 mars. Moi, j'ai eu la chance, je le dis sincèrement, j'ai eu la chance de le lire parce que je trouve qu'il pose plein de questions et qu'il est extrêmement intéressant. Je vais poser une première question à Patrice, toute simple. C'est, avant de lui demander pourquoi il a écrit cet essai, c'est est-ce qu'il a pris plaisir? D'abord, est-ce que c'est son premier essai qu'il publie? Et est-ce qu'il a pris plaisir à l'écrire? Parce que c'est intéressant de prendre plaisir aussi. Surtout à 8 heures du matin. Alors oui, c'est mon premier essai. Pour te dire comment sa jeunesse, c'est-à-dire à l'origine, parce que je ne savais pas si j'allais être capable d'écrire un livre. Ça me semblait presque pas abordable. Et donc à l'origine, pour contourner, par contre, j'avais envie d'exprimer des choses. Et à l'origine, ça devait être un entretien. Donc pour tout te dire, Pierre Jacquemin, on a fait 6 heures d'entretien qu'on a retraduit, que j'ai un peu travaillé, transformé en livre, qui faisait donc beaucoup plus de pages que celui-ci. Celui-ci fait 100 pages, l'autre devait en faire 400. J'ai fait circuler et tout le monde m'a dit c'est une bonne idée ton livre, mais ça c'est de la merde. Donc l'été suivant, j'ai retravaillé. Alors est-ce que j'ai pris plaisir? Ça n'a pas été. Est-ce que j'ai pris plaisir? C'est oui et non. Enfin, c'est ça, je ne l'ai pas vécu comme un moment de jouissance intense ou de plaisir, mais oui, ça m'a fait du bien de coucher ça sur du papier. Et une fois que ça a été écrit, j'en avais marre. Je voulais voir le bouquin sortir. Voilà. Mais oui, ça m'a fait du bien d'écrire. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu as l'objet livre, tu as l'impression que c'est pas toi qui l'as écrit quand tu le relis. Parce que quand tu reçois le livre écrit, édité plutôt, ça devient un objet étranger à toi. Et j'ai demandé à plusieurs personnes qui avaient écrit, je crois que pratiquement tout le monde ressent ça. L'objet arrive et tu as l'impression que c'est plus forcément toi. Il y a même des passages où tu dis merde, j'ai dû composer quelque part. Patrice, peut-être parce que dans cet essai, tu dis que tu n'es pas candidat au présidentiel ni aux législatives et que donc la motivation d'écrire n'est pas celle-ci. Peut-être un mot sur la motivation et est-ce que ça correspond à un besoin de mettre en page les idées que tu as notamment, j'ai envie de dire compilées, c'est pas le bon terme, toutes ces années où depuis que tu es maire de Gennevilliers, puis j'imagine un peu avant. Est-ce qu'il y avait pour toi aussi un sentiment un peu d'urgence dans cette écriture? Enfin, voilà, quelle est la motivation? Et puis après, je te propose que tu résumes en quelques mots ce qu'est le nouvel art de vivre populaire. Je sais que c'est compliqué comme question. Oui, là, t'es vache. Alors, sur la motivation, c'est vraiment un besoin. C'est-à-dire que la dépolitisation ambiante, le manque de débat politique, les difficultés à faire de la politique avec les couches populaires, vraiment, ça me touche. Je ne sais pas si c'est le bon mot, ça m'afflige, ça me désespère parfois, ou ça me renforce dans la volonté de continuer à agir comme un moyen incontournable. Et puis, ma volonté d'avoir des débats politiques francs avec les gens. Et donc, j'ai voulu coucher des idées que je pensais à contre-courant par certains côtés, comme la question d'alliance couche populaire, couche moyenne, de contrarier cette idée de mixité sociale. Peut-être l'élément la seule idée peut-être un peu originale, c'est quand je conteste l'idée d'ascenseur social dans ce livre.
et je la remets en cause, y compris comme étant une notion qui nous a empêché de penser la révolution, de penser la révolution municipale et de penser la révolution à l'échelle nationale. Donc j'ai eu envie, normalement j'aurais dû le sortir un peu plus tôt, mais les aléas de ce que je viens de dire tout à l'heure, l'entretien n'a pas marché. Je voulais aussi débuter un mandat pour avoir un débat public avec la population de Gennevilliers, mais au-delà. C'est pour ça que je suis content que les collègues soient ailleurs, parce que je ne suis pas sûr d'avoir que des bonnes idées et j'ai besoin de confrontation avec d'autres élus. Mais en tout cas, j'ai besoin de cette confrontation dans ce début de mandat pour pouvoir essayer de sortir du mandat avec des idées un peu nouvelles, voire même inventer un communisme municipal du XXIe siècle, même si ça, c'est écrit nulle part. Mais vous verrez la dédicace que je fais à la jeunesse du monde, pour les personnes les plus éclairées. C'est Paul Vaillant-Couturier qui disait « Le communisme, c'est la jeunesse du monde ». Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite dédicace à la jeunesse du monde. Alors, après, ta question, c'était « C'est quoi un nouvel art de vivre populaire ?» Oui, c'est une question un peu forcément un peu complexe parce que c'est tout l'objet des 100 pages, donc des 100 oui, pages. en ayant en tête qu'il n'y a pas de recette, ce qui est aussi peut-être une forme d'échec que j'assume à la fin du livre en disant qu'il faut beaucoup inventer. Mais d'abord, ça part d'un constat, c'est qu'on a des populations populaires qui sont humiliées en permanence. Humiliées parce qu'elles n'existent plus dans le discours national, même si on sent que ça revient là, dans le cadre des présidentielles. C'est-à-dire que mon discours, d'ailleurs, aurait peut-être un peu bougé, encore que, puisque la présidentielle, le peuple revient un peu en avant, les gilets jaunes les ont fait revenir, enfin, il y a plein d'éléments qui font revenir sur l'espace public, mais pas forcément de façon très valorisante, dans le sens où il n'y a plus de récit national du peuple qui doit transformer le monde par les politiques, y compris par notre propre parti, même si la Roussel, lui, revient sur cette idée-là. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique entre le côté positif de sa campagne sur les jours heureux et par les peuple, il y a quelque chose qui peut-être se déclenche. Il n'y a pas de film comme on avait auparavant sur les voies ferrées, Gabin, enfin tous ces gens-là qui symbolisaient le peuple et qui les magnifiaient. Les partis n'en parlent plus. Et puis en plus, ils sont. En gros, il y a le capitalisme du désir a fait en faire en sorte que les gens du peuple et les couches moyennes rêvent leur vie comme étant celle des couches supérieures, veulent imiter les couches dites supérieures. Et tout cela crée une humiliation permanente qui dépolitise, qui crée du ressentiment, qui peut d'ailleurs nous emmener dans cette période pré-fasciste, on le voit, à des dangers redoutables. Et donc pour moi, il s'agit de prendre le contre-pied de tout ça, et donc de signifier qu'on est fier d'être de ce monde, qu'on ne veut pas en sortir. Je cite aussi dans mon livre Héribon, qui a un passage extrêmement dans son livre Retour à Reims, dit aujourd'hui d'ailleurs, même quand on veut bien faire pour parler bien du peuple, on en parle bien en disant qu'on est fier d'en être sorti. Et en fait, on humilie encore une deuxième fois les gens parce qu'en fait, quand on dit qu'on est issu du peuple, c'est pour marquer son ascension sociale et le fait d'en être sorti. Donc là, il y a un problème. Et le deuxième aspect, c'est le côté social. Et le deuxième côté, c'est les enjeux climatiques, plus que climatiques d'ailleurs, de l'avenir de l'espèce humaine. Je pense qu'il faut qu'on pense la ville et notre façon de vivre autrement si on ne veut pas que nos petits-enfants meurent dans les enjeux climatiques actuels. Et donc, ce nouvel art de vivre populaire, c'est de penser, de réfléchir autrement sur une ville où il y a du respect mutuel, sur une ville où il y a une frugalité heureuse, une ville où on sort du consumérisme, une ville qui travaille la révolution aussi dans les modes de production. C'est pour ça, là, j'aurais peut-être un désaccord avec quelques camarades. Je pense qu'il faut penser, quand je parle de frugalité, je pense à la décroissance aussi. Et je crois même que d'ailleurs, comme révolutionnaire, on a un peu trop laissé de côté cette question de décroissance. Et je pense que la décroissance nous obligerait à retravailler les modes de production, voire même la revalorisation des couches populaires et des boulots nous demande de ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, retravailler, reconsidérer la sortie de l'industrie pour revenir sur la maîtrise, la déprolétarisation du travail. Et je crois que là, il y a un enjeu politique important. On passe un peu à côté en ce moment. Mais je vois pas.
tu l'as évoqué, Patrice, tu as dit que c'était une des originalités de l'ESSEM. Moi, je pense que ce n'est pas la seule du tout, mais tu as évoqué ce assez long passage où tu parles de la dignité, de l'humiliation autour de mixité sociale et ascenseur social. Bon, tu l'as déjà un peu évoqué, mais je veux bien que tu reviennes là-dessus parce que moi, j'ai trouvé ce moment-là intéressant. C'est personnellement pas la première fois que j'entends ces idées autour de mixité sociale et ascenseur social. Je ne l'ai pas souvent vu écrit et peut-être encore moins par un maire. Et donc voilà, ça m'a semblé vraiment intéressant. Je veux bien que tu reviennes là-dessus sur ce que tu développes à ce sujet. Alors, sur la mixité sociale, les sociologues, ça fait 20 ans qu'ils le disent, en fait. Parce que j'ai eu à faire des rencontres avec des sociologues qui m'ont dit enfin un politique qui dit ça. Il y a quelques politiques qui le disent maintenant aussi. Je fais partie des responsables politiques, on va dire comme ça, qui ont utilisé cette notion de mixité sociale en croyant que le problème dans nos quartiers populaires était le manque de mixité sociale. Par exemple, pour la transformation du lutte dans le cadre de l'ANRU, j'ai utilisé ces termes aussi comme tout le monde. À l'expérience, je suis sûr maintenant qu'on a humilié les habitants des quartiers populaires en leur expliquant à travers cette notion de mixité sociale que ça ira mieux le jour où il y aura quelqu'un d'autre qui viendra vivre à leur place ou quelqu'un d'autre qui viendra vivre à côté d'eux. Et on leur a expliqué donc que le problème, c'est eux. Et je crois que c'est extrêmement humiliant pour les populations et ça ne les aide pas à redresser la tête, à travailler une joie de vivre au final et un sentiment de fierté d'être ce qu'ils sont. Ça, c'est le premier aspect. Alors à cela s'ajoute d'ailleurs dans les quartiers populaires comme la nôtre, une deuxième attaque humiliante, c'est cette islamophobie qui monte dans la société française. Après le racisme ordinaire, je dirais, des années 80, où c'était l'arabe qui était visé, aujourd'hui c'est le prétendu musulman, avec une charge presque encore plus forte sur eux. Donc on a des quartiers qui vivent cette double humiliation, issus des milieux populaires responsables de la dégradation des quartiers et musulmans responsables de la violence dans le monde et dans le pays, et de tous les maux. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et en plus, je pense que ça n'a jamais existé. C'est un mythe, cette idée de mixité sociale. C'est-à-dire que les gens se sont toujours regroupés. Les Bretons ont toujours vécu entre eux. Les Portugais sont peut-être la population la plus renfermée sur elle-même parce que le retour au pays a encore vécu de manière extrêmement forte. Et puis socialement, même l'idée du faubourg, c'était ségrégatif, l'idée du faubourg, de la mixité par étage, telle qu'on le développe dans les beaux livres, c'est une foutaise. C'est-à-dire que la bonne vive sous les toits, c'était pas de la mixité sociale. Et puis même, elle n'existe pas. Moi, pour avoir discuté avec Daniel Janto, le directeur du théâtre qui habite à Saint-Denis, lui, il me dit oui, je suis un bon exemple de mixité sociale. Je vis dans une rue où il y a que des pauvres, mais je vis jamais avec eux. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps ailleurs. Je viens dormir. C'est pas ça de la mixité sociale. Enfin, c'est pas ça la vie ensemble, la vie en commun. Enfin, tout. Et donc, il faut plutôt, je pense, assumer le fait d'être une ville populaire et de travailler à ce que ce monde populaire vive mieux plutôt que d'essayer de le rendre invisible. Et c'est en gros ça, le gros reproche de cette notion de mixité sociale, c'est lutter contre l'invisibilité de ce monde populaire. Et puis, je rajoute même dans mon livre, c'est que ce monde populaire, c'est la France. C'est pas une marge, c'est la France. Le camarade Le Proust me demandait s'il y avait des images dans mon livre. Il y a un tableau, il n'y a pas d'image, mais il y a un tableau qui montre que la population de Gennevilliers ressemble plus à la France que la population de Neuilly en catégorie sociale. Et que nos quartiers populaires, c'est la France, et les quartiers bourgeois, c'est l'inverse, c'est pas la France. Donc ça aussi, c'est un moment que je... Et ensuite, par contre, pour que cette fierté populaire soit totale, il faut effectivement lutter contre cette notion d'ascenseur social qui, en gros, veut dire qu'il faut sortir du milieu dont on est pour réussir dans la vie, puisque c'est ça l'ascenseur social. On sort, on a la fierté que nos enfants ne fassent pas la même chose que nous et le sentiment qu'ils aient progressé dans la vie parce qu'ils ont pris cet ascenseur social, qui d'ailleurs est très contesté aussi par
par tous les sociologues, en fait, c'est quand même que des exceptions qui profitent de cet ascenseur social. Alors peut-être plus dans notre génération à nous, parce que souvent on fait les malins, mais peut-être que je fais un produit de cet ascenseur social. Mais la réflexion sur l'ascenseur social m'amène à réfléchir. C'est la Covid qui m'a fait réfléchir à ça, qui m'a fait rajouter cette idée-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut relocaliser des productions, il faut relocaliser des emplois. Mais comment c'est possible de relocaliser des productions et des emplois si la seule perspective qu'on a, c'est de ne pas occuper ces emplois? Comment valoriser des emplois quand on se dit que c'est mieux si on en est sorti, c'est-à-dire que si on n'est pas dans l'usine, si on n'est pas cantonnier, si on n'est pas infirmier, et si notre aspiration, c'est que nos enfants soient ingénieurs. Et donc, ça pose une question de remise, là, je reviens à cette question du mode de production. C'est pour ça que la ville m'a ramené à l'entreprise, au final, de comment on change le mode de production, comment on augmente les salaires de ces emplois essentiels, comment peut-être même des emplois, par exemple cantonniers, comment on réfléchit à donner de l'intérêt à ce travail, non pas par des artifices, mais peut-être que cantonnier, on peut baisser très fortement la durée du travail d'un cantonnier pour que celui-ci ou celle-ci exerce à côté des activités qui l'intéressent. C'est-à-dire que ce n'est pas indécent de penser, y compris le travail, comme étant un moyen alimentaire pour avoir d'autres activités par ailleurs. Moi, j'ai été ouvrier du livre quand j'étais étudiant. J'ai porté des paquets de journaux, c'était pas très intéressant, mais ça m'a permis de faire plein de choses intéressantes à côté par un faible temps de travail et beaucoup d'argent. C'est ce faible temps de travail. Donc peut-être qu'on peut réfléchir à moduler dans la société le temps de travail pour avoir plus de temps d'activité par ailleurs. D'ailleurs, je fais référence à un bouquin, un roman d'Adrien Klein qui s'appelle Paresse pour tous et qui lui propose qu'on travaille que 3 heures par jour. Voilà. Peut-être s'il y a envie de réagir pour celles et ceux qui nous écoutent que je ne vois pas, il y a possibilité de le faire en visio. Je t'écoutais, Patrice, et du coup, j'ai perdu un peu le fil des questions que je vais te poser, mais moi, j'ai compris ce que tu dis sur le nouvel art de vivre populaire, et je pense que ton essai y participe, c'est-à-dire que c'est une construction, c'est en construction à Gennevilliers. Ce qui m'intéresserait, c'est tu l'évoques, mais je veux bien que tu y reviennes, c'est comment concrètement tu fais partager cela avec les Gennevilloises et Gennevillois, comment tu le construis avec eux, comment tu leur dis cela, si je peux dire ça comme ça. Et puis, c'est deux questions en une. Et du coup, ce qui est assez frappant, c'est que dans l'essai, tu as tu as des passages qui sont assez, enfin pas généraux, mais qui dépassent la ville elle-même. Et la phrase d'après, on est sur Gennevilliers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est comment tu imagines que Gennevilliers puisse faire des petits, on va dire ça comme ça, et comment ce que tu écris, ce que vous avez envie de construire à Gennevilliers, comment le faire partager, comment tu imagines cela, si tant est que tu l'as imaginé. Alors, j'ai bien compris que l'essai en faisait partie, mais comment, au-delà de l'essai, tu peux imaginer cela? J'espère que je suis clair. À 8h25 Oui. du matin, je ne suis pas sûr d'être toujours clair. J'ai compris. Même plus tard d'ailleurs, mais bon. Alors, c'est pas un livre de recettes parce que j'ai des leçons à donner à personne. C'est-à-dire que Tu le dis d'ailleurs, c'est pas un livre de recettes, tu l'écris. et j'ai même, si tu veux, c'est peut-être même la frustration à la fin de l'écriture de ce livre. Je me suis toujours dit, après l'avoir écrit, que j'étais un peu court sur les réponses. Enfin, c'est le côté un peu. Autant je pense qu'il doit y avoir des éclaircies, des envies qui sont exprimées et en même temps un côté un peu court sur la réponse à apporter au problème que je soulève. Pour être franc, j'ai pris aussi des idées à mes collègues élus. Hein. Par exemple, quand je parle d'humiliation des couches populaires de risque, c'est une idée dans une conversation que j'avais prise avec Marie-Hélène Amiable aussi. Il y a un passage où je dis on risque de perdre la ville à cause des gens qu'on veut défendre.
C'est dans une discussion avec Marie-Hélène Abiab en faisant ce constat que ceux qui votent dans nos villes, c'est les couches moyennes et moyennes supérieures, mais pas les couches populaires qui ont tendance de plus en plus à s'abstenir et qui a un vrai risque. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas contourner ces questions politiques. Alors, comment on fait dans la ville? Bon, d'abord, je suis en échec dans ma ville sur l'idée de la repolitisation des couches populaires. Je suis en échec parce que quand on regarde, c'est tout le mandat précédent, j'ai beaucoup essayé de travailler la repolitisation des couches populaires. Je suis allé avec un mégaphone au pied des cités, on a fait plein de choses. Et le résultat, c'est que l'abstention était pareil qu'ailleurs. Donc, on n'échappe pas à des grandes tendances nationales non plus. Ce qui n'empêche pas l'envie de continuer d'agir et d'essayer de surmonter cet échec, d'apprendre de l'échec. Et en tout cas, ça me semble incontournable, si on veut rester des villes populaires, de en permanence essayer de travailler cette politisation. Une des leçons que je tire, c'est qu'il y a aussi de l'attente de la part des gens. C'est très contradictoire, c'est-à-dire qu'on est dans ce monde de la petite phrase. L'introduction de mon livre, je le fais sur l'individu tyran à partir des travaux d'un philosophe, Éric Sadin, sur ce repli des gens, sur le tout de suite maintenant, etc., comme élu, on rencontre, qui est pour nous une difficulté. Y compris, on se retrouve maintenant face à des individus et puis à des collectifs dans nos actions municipales, ce qui nous complique la vie, ce qui complique d'ailleurs le débat politique et même l'empêche par certains aspects, puisqu'il n'y a plus de réflexion collective menée, il n'y a même plus le temps pris de la réflexion collective pour construire des idées. Et en même temps, je crois qu'on n'a pas d'autre solution que de prendre ce temps de construire des idées, que le monde populaire a besoin de temps, et donc de temps long. Il faut éviter ce monde où on va vite. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre campagne locale sur inventer un nouvel art de vivre populaire, on l'étale sur 16 mois, avec une vraie difficulté. Je pense qu'on est, pour l'instant, je ne suis pas au niveau. On en est à un peu moins de la moitié de notre exercice local. Je suis pas. Le livre plaît pour ceux qui le lisent, mais bon, c'est une minorité forcément. Les idées plaisent quand on les exprime publiquement. Il y a une aspiration quand même à de la profondeur en politique. Il y a une aspiration à faire du commun. Il y a une enfin, la société populaire est extrêmement, même des couches moyennes d'ailleurs, sur l'idée, l'alliance des couches populaires et des couches moyennes, ça commence à se gagner, je trouve. Dans ma ville, je commence à le voir. Je vois, il y a des gens qui viennent habiter à Gennevilliers, qui viennent à reculons, qui achètent, hein, ceux qui viennent en achetant, ils y viennent à reculons, donc ils viennent de Clichy, Paris, Rueil et autres. Et en fait, quand on leur parle d'un nouvel art de vivre populaire, il y a une partie, c'est vraiment qu'un passage, mais les 2 tiers trouvent la ville agréable et ont envie. Et ont envie de creuser cette idée, ont envie de vivre ce qu'on leur propose de vivre. Bien sûr, c'est assis sur une qualité d'une vie culturelle, c'est assis sur la qualité d'une ville environnementale, c'est assis sur les enjeux politiques actuels. Faut pas faire le détour, c'est-à-dire qu'il faut prendre les enjeux, y compris climatiques de face, pardon, avec eux pour montrer tout ce que l'on construit et que ça répond à ces enjeux-là. Donc, si tu veux, à la fois, je trouve c'est possible, sinon je baisserai les bras, hein, puis je retournerai au boulot. Je trouve que c'est possible si on se prend ces questions politiques de fond. Et en tout cas, non seulement je pense que c'est possible, mais c'est incontournable parce qu'autrement, on a perdu politiquement. C'est-à-dire qu'on ne transformera pas la société et on ne jouera pas notre rôle d'élu communiste ou progressiste, même si on ne se reconnaît plus derrière l'étiquette communiste pour certains d'entre nous. Enfin, moi, je me reconnais toujours, mais il y en a qui ne s'en reconnaissent plus, mais qui ont envie de changer la société quand même. Si on veut changer la société, on ne peut pas rester dans ce moule du capitalisme du désir. Et je crois que c'est un enjeu, et y compris que nos pratiques, les pratiques qu'on peut créer à l'échelle locale peuvent aider à changer nationalement. C'est-à-dire que moi, longtemps, j'étais dans ce moule communiste qui pensait à l'État, en fait, et à l'idéologie étant première. Je continue de penser que l'idée ou l'objectif, ou, comme dirait Lucien Sèvres, la visée communiste est essentielle, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut construire. En même temps, il y a des pratiques il n'y a pas que la lecture des livres et les idées qui changent le monde, il y a des pratiques qui créent des idées. Et je le prends à partir de ma propre expérience, l'écologie, ce n'était pas mon truc.
à partir de ma pratique des AMAP, ça modifie mon comportement, ça modifie beaucoup de mes comportements et donc de mes idées aussi, de mon rapport à la société. Et je pense que ça, on peut aussi le réfléchir. Et on pourrait réfléchir, par exemple, en direction des couches populaires, comment l'aide sociale permet aux gens de s'inscrire dans des réseaux sociaux, type des AMAP, comment on réinscrit les gens dans des mouvements plus collectifs. Voilà, ça fait partie des idées dans cette nouvelle art de vivre populaire. Merci Patrice. Jean-Luc, il y a Patricia qui demande la parole. Patricia. Oui, je viens à vous. Voilà. Écoutez, je veux intervenir parce que d'abord, Patrice, je trouve que tout ce que tu as dit jusqu'à présent est passionnant. Et c'est ce qui m'a donné envie de réagir sur 2-3 idées, parce que je ne veux pas être trop longue. Déjà, sur cette notion de mixité sociale, il faut quand même se rappeler que la mixité sociale, ça a commencé à exister, à être dite avec la loi SRU. La mixité sociale, avec la loi SRU, c'était les villes qui n'avaient pas suffisamment de logements sociaux. Et c'est devenu, en fait, ça a été perverti pour pour stigmatiser les villes qui avaient trop de logements sociaux. Donc, il faut déjà se rappeler de l'origine de la mixité sociale et je suis vraiment d'accord sur le fait que cette notion totalement pervertie nous a enferrés dans cette idée que les quartiers populaires souffraient de ce manque de mixité sociale, ce qui n'est pas vrai. Les quartiers populaires c'est la pauvreté maintenant. Enfin, je le dis maintenant parce que ça n'a pas toujours été comme ça par le passé. Les quartiers populaires dans ma ville, à Gentilly, c'était plein de cadres ouvriers, de professions, enseignants, psychiatres. Et en fait, on a transformé l'État, le gouvernement a transformé les quartiers populaires en les appauvrissant, avec beaucoup de lois ils ont ils ont ghettoisé les quartiers populaires quelque part pour les supprimer, entre nous soit dit, parce que nos quartiers populaires aux portes de Paris, c'est intenable pour le pouvoir, c'est intenable d'avoir justement cette nouvelle art de vivre populaire qui peut poindre aux portes de Paris alors que c'est le lieu des affaires, c'est le lieu des riches. La deuxième chose, moi, qui m'a dans mon parcours qui m'a beaucoup heurté, c'est que par le passé, dans une ville comme Gentilly, ça fait longtemps qu'on accueille de nouvelles populations beaucoup plus favorisées, mais on avait toujours tendance à dire qu'une ville comme Gentilly, une ville communiste, était garante de la cohésion sociale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rupture. Il y avait un lien entre les couches moyennes et les couches populaires. Sauf que ce lien se délite aujourd'hui parce que les personnes qui viennent habiter Gentilly, d'abord, c'est beaucoup des Parisiens maintenant. Les centaines de personnes qu'on accueille dans la ville tous les ans, c'est beaucoup des Parisiens qui, je dirais quelque part, reconnaissent qu'ils n'ont jamais voulu passer la barrière du périphérique pour arriver en banlieue et qu'aujourd'hui, ils sont mieux en banlieue qu'à Paris. Parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de densité, il y a moins de et je dirais, il faut aussi reconnaître ça, hein, c'est que, dans un premier temps, on a voulu stigmatiser les quartiers populaires, on a voulu, les pousser plus loin, de la banlieue, de proche couronne parisienne.
Et aujourd'hui, on continue à vouloir vraiment consacrer cette évolution en donnant nos villes aux couches les plus aisées. Et c'est vrai que il faut vraiment qu'on change de paradigme dans nos réflexions parce que c'est ce qui est totalement délétère. Tu as raison de dire que l'islamophobie a remplacé le racisme anti-juif, anti-arabe. Malgré tout, il faut être conscient que il y a quand même une réalité qui n'est pas liée à l'islam, hein, mais qui est liée à l'insécurité dans nos quartiers. C'est insupportable, cette insécurité, ces dealers. D'ailleurs, des dealers qui se gobergent des Parisiens qui viennent chercher leur dans nos quartiers. Hein. Moi, je le dis aussi, de façon aussi cash parce que c'est la réalité, c'est comme ça. Ces dealers qui utilisent la misère pour se faire du fric. Et donc ça, c'est des réalités qu'il nous faut vraiment combattre parce que ça va nous tuer. Troisième idée que tu as donnée, Patrice, qui est extrêmement vraie et extrêmement intéressante, c'est cette idée que on risque de perdre la ville à cause des gens qu'on défend. Enfin, je veux dire, regardons sur le logement, quoi. Regardons sur le logement. Je veux dire, on a créé les conditions à Gentilly, on a 53% de logements sociaux, qui est la ville aux portes de Paris qui a le plus fort taux, touchant Paris en direct. Mais on peut se demander si ces gens des quartiers populaires qu'on n'a pas arrêté de défendre, ce sont pas eux qui vont nous supprimer, qui vont changer la direction de la vie. Voilà. Donc c'est des idées tout à fait vraies, Patrice, et je crois qu'on a vraiment intérêt, mais nous aussi, à changer de paradigme sur beaucoup de questions qu'on a laissées de côté, qu'on a laissées aux autres. L'écologie, on l'a laissée aux autres. On est toujours intervenu sur l'écologie, la géothermie, toutes les initiatives au plan architectural, au plan paysager. On est toujours intervenu sur l'écologie, mais sans le dire, quoi, sans le dire. Voilà, merci. Merci Patricia. Je Merci. crois que Gilles Leproust, le maire d'Allonnes dans la Sarthe, voulait dire quelques mots. Et puis Marianne aussi après. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, la première chose, l'exercice est un peu difficile parce que seul Jean-Luc et bien sûr Patrice, puisqu'il a écrit, ont eu le privilège de lire. Ouais, non, donc j'entendais qu'attention ce que disait un certain nombre d'idées que je partage vraiment, mais complètement, parce que comme ça je ressens les choses également, mais peut-être proposition pour Jean-Luc dans le cadre du CIDEF, c'est que même si la période est un peu occupée, mais que ça serait bien peut-être dans quelques semaines, enfin à un moment donné, d'avoir un autre temps de rencontre avec Patrice, pourquoi pas d'ailleurs invité dans la belle ville de Gennevilliers, y compris en présentiel, pour continuer le débat, et après la lecture, et lecture enrichie par nos propres expériences. Ouais, c'est une proposition pour le CIDEF. Et puis bon, je vais comme lire le bouquin, j'ai vu qu'il n'y avait qu'un tableau, pas de photo, mais j'ai comme me démerder. Mais on verra, y compris moi, je suis très intéressé par rapport à ce que tu portes, pour que tu viennes, si tu en es d'accord, à Allonnes, y compris pour qu'on ait compris un échange, parce que je pense qu'une des questions qui est posée, c'est on a besoin de mutualiser, d'échanger sur nos pratiques. Chacun, on essaye de tester. Moi, tous les conseils que tu fais, je les partage vraiment complètement, et tu le sais, parce qu'on a déjà discuté à de nombreuses occasions. Et quand même, on est parfois un peu sec, parce que ça pourrait même être démoralisant, notre fourbie à des moments donnés. Je faisais référence à l'article dans l'UMAD aujourd'hui, avec l'avenue de Passons-nous, Mohamed Mekmash à Allonnes, mardi dernier. Il y a un article, la journaliste était là, Lola Russio, et je lui disais ce que tu viens de dire, enfin, un des éléments que tu as dit, c'est que nous, ça fait des années que sur une ville comme Allonnes, on est comme des morts de faim sur comment on peut faire que les gens soient partagent, contribuent à écrire le présent et l'avenir de la ville, dans la démocratie participative, appelons ça comme on veut. Résultat, au moment des élections, on n'est pas meilleur que les autres sur le taux de participation. C'est une vraie question. Alors moi, je pense qu'un des aspects, c'est que tout en liant local et national, s'il n'y a pas un projet
national, une histoire progressiste qui redonne envie aux femmes et aux hommes, on voit bien qu'on a du mal à s'en sortir localement. Moi, il y a un autre aspect, la manière dont tu abordes la question de la mixité, je veux dire que je n'avais pas forcément intégré comme ça. Je pense que c'est profondément juste, y compris effectivement, parce que des fois on a du mal et c'est normal, on ne peut pas se mettre à la place d'autres personnes. Que donc, effectivement, c'est vrai qu'avec la mixité, on renvoie l'idée qu'une partie de nos habitants, il faut qu'ils aillent habiter ailleurs pour être remplacés par des gens qui seraient mieux qu'eux, quoi. C'est vrai que c'est profondément violent, cette histoire. Je partage. Alors après, voilà. Dans le même temps, il faut aussi être attentif à ce que les villes, elles soient, comme elles l'ont été d'ailleurs dans le passé, à l'image, tu parlais que nos villes étaient souvent à l'image de la société, pas complètement quand même, parce que si je mets Allonne, quand je compare à l'ensemble des communes, c'est peut-être là le prisme région parisienne, et c'est pas une critique, hein, parce que chaque région est différente. Mais en Sarthe, on est atypique, objectivement. La population d'Allonne ne ressemble pas du tout, pour ainsi dire, au reste du département, si je fais exception à quelques quartiers du Mans. Et que donc, voilà, donc tout ça peut renvoyer un regard parfois compliqué. L'autre aspect que tu abordais, avec les politiques de l'ANRU, la baisse de la TVA sur les terrains, les constructions, etc., on a même si on n'a pas la tension du marché du logement comme en région parisienne et à Gennevilliers en particulier, il y a des gens qui sont parfois un peu limites pour accéder à la propriété, accèdent à Allonne parce qu'il y a une opportunité financière. Et effectivement, 6 mois après, ils ne veulent plus en partir, quoi. Parce qu'ils trouvent, y compris, sans sous-estimer les difficultés, mais de la qualité, ce que disait Patricia par rapport à le trafic, etc. Et ils trouvent une qualité de vie en termes de services publics, en termes de culture, en termes de sport, parce que ça caractérise un peu, chacun avec ses histoires, mais des engagements forts de ce qu'on a pu appeler à un moment donné le communisme municipal. Et c'est, moi, je crois, une des questions qui est posée. Alors, c'est quoi le communisme aujourd'hui? Et puis après, qu'est-ce que devrait être le communisme municipal? C'est une question, effectivement, que nous avons besoin de travailler, parce que aujourd'hui, on est plus des territoires éclatés, et ça va nous démerder chacun dans notre coin, au mieux ou au moins mal parfois, pour essayer de relever un nombre incalculable d'objectifs et de questions et de problèmes, y compris vécus par les gens. Et on n'a pas suffisamment, et on ne prend pas suffisamment le temps d'essayer de travailler, mutualiser. Ton livre, j'espère, peut y contribuer. L'autre question, je trouve, on essaye vraiment d'y travailler une ville comme Allonne, parce que la ville d'Allonne, contrairement à la région parisienne, nous, on est une ville d'un quartier prioritaire qui est le cœur de ville, mais dans la ville même, qui est minoritaire par rapport au territoire, qui est un territoire agricole, avec des paysans qui exploitent encore des plantes. Donc tout ça fait que c'est bousculant. Et un des éléments, mais tu l'abordais par un bout, qui me semble important aujourd'hui, certains beaucoup fait référence au vivre ensemble. Cette expression m'énerve, pour aller vite. Moi, je préfère le faire ensemble. Parce qu'on peut effectivement vivre ensemble sans jamais se rencontrer, sans jamais rien. Y compris en s'ignorant, voire en se détestant au plus profond. Et donc, c'est le faire ensemble qui peut permettre de faire ville, de faire société ensemble, pour essayer de trouver des réponses dans les limites d'un territoire, y compris. Alors, la question qui est posée, c'est comment cette action locale, elle a une dimension plus nationale et internationale. C'est pour ça, y compris que peut-être faudrait qu'on révisite nos politiques de solidarité dans les communes, parce qu'on a des citoyens d'honneur, on a des coopérations, mais on le travaille. Enfin, moi, je vois sur Allonne, on essaie de travailler avec les élus qui sont en responsabilité, mais c'est quand même, on est sur des segments, on a un mal de chien, en faire la question du plus grand nombre, et ce qui nous aiderait à faire avec les gens à travailler sur c'est quoi aujourd'hui notre conception, y compris de la solidarité internationale, les combats pour la paix, etc. etc. Voilà, enfin quelques éléments, mais dans l'attente de lire avec impatience ton livre, que j'ai commandé, je te l'ai dit. Voilà, mais je pense que c'est vivifiant ce genre de travail, bousculant, je pense. Tu posais la question, moi je ne suis pas un adepte de la décroissance, mais ce que je suis sûr, c'est qu'il faut réfléchir le développement du monde d'une autre manière, qui ne peut pas être basé sur la course toujours infernale du dernier iPhone, du dernier machin, du dernier truc, qui est terrifiant à tout point de vue. Donc, et y compris sur la question du travail, la question tu faisais référence, par exemple, au cantonnier ou
gars de l'espace vert qui a 4 pattes parce qu'il n'y a plus de produits pour désherber, qui arrache l'herbe. Bon, trouver du sens et de l'intérêt, parfois c'est compliqué. Donc ça doit nous obliger à réfléchir, c'est quoi aujourd'hui le travail, quel sens, et au-delà de la question du salaire. C'est pour ça, par exemple, que, sans faire de la politique ce matin, c'est une des limites, je trouve, même s'il y a des choses intéressantes, de la manière dont traite la question du travail Fabien Roussel, par exemple. Parce que ça ne peut pas emporter, à mon avis, chez nombre de jeunes, le discours est difficilement entendable. Parce qu'ils recherchent autre chose. Et on voit bien le nombre de jeunes, par exemple, de 30 ans, y compris des jeunes, surtout des jeunes de qui ont des parcours d'études, etc., qui réorientent complètement leur vie, mais surtout à partir du rapport au travail, où ils veulent plus se faire bouffer par le travail, mais être pleinement eux-mêmes, quoi. Et ce n'est pas un refus du travail, c'est une autre conception de la place du travail dans sa vie et donc dans la société. Donc je pense que c'est aussi des questions qu'il y a à travailler si on veut redonner de l'envie, du plaisir, parce que la notion de plaisir, pour moi, est aussi un élément déterminant. Alors, réaction, c'est avant que. Merci Gilles. Il y a Mariama, mais Patrice réagit si tu veux. Oui, plutôt, parce que sinon ça va être trop. Il y a trop d'idées là qui sont évidentes d'un coup. Il y a effectivement, juste pour finir sur cette notion de travail, on se plante quand on parle de valeur travail. Le travail, il y a de la valeur, mais il n'y a pas de valeur travail. Et si on tourne autour de ça, on échappe à l'idée de l'émancipation humaine. Le travail est un moyen de s'émanciper, mais ce n'est pas l'objectif de l'émancipation. Donc il faudrait. Le travail est un moyen pour l'être humain de s'émanciper de la nature par quelque part, et on s'aperçoit qu'il y a une limite à s'émanciper de la nature. C'est pour ça qu'il faut on a cru qu'on pouvait s'émanciper de la nature par le travail, et on voit qu'il y a quand même une limite en termes de ressources naturelles. C'est pour ça que la question de la décroissance, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait, je suis d'accord. Mais et si on veut que toute la planète se développe, la question nous est posée, notamment pour nous occidentaux. Mais pour revenir juste sur 2 ou 3 aspects qui ont été dits par les uns et par les autres, sur la question de l'abstention dans les quartiers populaires, parce que c'est un peu notre échec collectif, je dirais, que je partage sur la difficulté. Il y a un livre très intéressant qui est vieux maintenant, de Braconnier, et je ne sais plus quel est le nom du deuxième, qui est une étude sur la Seine-Saint-Denis de 1974 à 2004 ou 2014. Et en fait, ce livre fait la démonstration, et il y a un livre qui vient de sortir, c'est Yann Leland qui vient de le faire avec toute une équipe de sociologues, c'est La Voix populaire, ça s'appelle, ou Voix populaire, qui est sur les votes, qui est une étude sur Méricourt et plusieurs villes aux dernières présidentielles. Il y a un élément structurant qui pousse au vote, c'est pas seulement les idées ou l'idéologie, c'est la dynamique sociale qui se fait autour du vote. Et donc la question du lien qui existait auparavant et qui n'existe plus, soit par les mal-inscriptions, c'est pour ça que l'importance de l'inscription dans son bon bureau est quelque chose d'important, mais aussi de la dynamique, parce qu'on s'aperçoit dans nos villes que, par exemple, il y a des groupes de jeunes qui peuvent mobiliser 200 à 300 voix sur la base de ce lien social et qui peuvent, sur la base d'une petite participation, on fait basculer des villes. C'était ce qui arrivait à Bobigny, on connaît, c'est les tactiques de l'UDI d'ailleurs, souvent, qui s'étudient. Moi, j'ai beaucoup étudié dans mon premier mandat pour voir comment ils déstructuraient des villes et qu'ils arrivaient à créer. Donc il y a une dynamique sociale qu'il nous faut être capable de relever. Ça, je crois que c'est un élément, on a une piste là de travail, c'est comment on crée de l'enjeu. Par exemple, j'ai fait une étude sur Gennevilliers à partir d'une enquête quantitative et une enquête qualitative. Les gens qui s'abstiennent à Gennevilliers sont plus contents de la politique de la ville et de l'équipe municipale que ceux qui votent. Ça fout les boules parce qu'on se dit s'ils votaient, ce serait encore mieux. Et ça interroge. Pourquoi ils ne votent pas? Alors sur Gennevilliers, c'est un peu atypique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu. En gros, ils ne voient pas l'intérêt d'aller voter. Il n'y a pas d'enjeu. Mais il faut continuer d'approfondir parce que je crois que ça ne suffit pas. Parce que dans d'autres villes, il y a de l'abstention aussi et il peut y avoir du mécontentement. Enfin, il y a des choses comme ça qu'il faut essayer de pousser. Je crois à la dynamique sociale autour de l'enjeu du vote. Ça, c'est le premier aspect sur un élément de notre discussion. Le deuxième, c'est sur la mixité, j'y reviens. On a une vision mythifiée de la mixité de nos villes et de nos cités HLM auparavant. En fait, c'était pas plus mix qu'aujourd'hui. C'était la classe ouvrière haut de gamme qu'on avait dans nos villes, dans nos HLM. Et les Arabes et les OS, ils étaient dans les bidonvilles et les résidences d'urgence. Et c'est à partir du moment où ils ont commencé à être relogés dans nos HLM que le racisme s'est développé dans nos cités. C'est les années 80-90.
la montée du racisme à Gennevilliers. Et à Gennevilliers, d'ailleurs, si on regarde bien, moi je vous invite à relire, d'ailleurs, il y a la nouvelle édition du Rendez-vous manqué de la gauche et des cités d'Olivier Masclet, où il refait une interview à Gennevilliers. En gros, on a été humiliant. Enfin, nos problèmes avec c'est plus les jeunes d'ailleurs, avec ceux qui ont 40, 50 ans issus du Maghreb, c'est souvent des jeunes réussissants d'ailleurs, c'est l'humiliation qu'on leur a fait, qu'on leur a apporté dans nos propres villes. Moi, si je prends Gennevilliers, dans le Lutte, les 2 bars de l'office HLM maîtrisés par la ville étaient blanches, les 2 bars maîtrisés par le 1% patronal étaient beaucoup d'Arabes, de Maghrébins. C'est là qu'a été résorbé le bidonville. Alors, ça nous a amené à dire à l'époque que l'État vérolait nos villes en mettant des Arabes, en gros. On a porté ce discours-là quand même. Et donc un discours quand même de refus de cette partie de la classe ouvrière dans nos villes et même de la reconnaissance de cette partie. On pourrait même s'interroger sur comment le mouvement ouvrier, je pense à la CGT, si on prend chez Renault, je vois qu'il y a Patrick Jarry qui est là, qui connaît bien le département, on a eu la direction des syndicats ouvriers dans tout l'automobile dominé par une population maghrébine. Comment on a été infoutu de former des cadres maghrébins du mouvement ouvrier? Il y a certainement une question à réfléchir là-dessus. Je ne crois pas à un réflexe raciste. Je n'accuserai personne de racisme. Je pense qu'on a été pris dans une réflexion qui était que l'on pensait, mais ces ouvriers-là et ces personnes-là aussi, qu'elles n'étaient que de passage, que le retour au pays allait se faire, et que donc on n'a pas réfléchi l'installation, le mot intégration n'est pas le bon, mais le faire avec, d'ailleurs, c'est peut-être certainement comme ça qu'il faudra le dire, avec ces populations-là. Et donc on a généré un ressentiment que l'on paye encore aujourd'hui. Par contre, le logement social, pour moi, est un enjeu clé, à la fois pour répondre aux besoins, mais un enjeu clé de la lutte contre la gentrification de nos propres villes en banlieue parisienne. Et c'est un enjeu clé aussi sur l'avenir que l'on veut porter dans nos villes. Et donc, il faudrait porter aussi des revendications qui est d'élever de la construction pour répondre aux besoins, d'élever les plafonds pour éviter la paupérisation de ces logements et permettre la diversification des populations dans ces logements sociaux, et de travailler le droit au logement en tant que tel. Donc ça, c'est pour moi un élément important. Enfin, une dernière idée qui m'est venue par Patricia sur les questions d'insécurité. Alors, qui sont réelles, peut-être moins fortes d'ailleurs aujourd'hui qu'avant. Enfin, moi, je le ressens moins fortement. On a plus de problèmes d'incivilité que d'insécurité dans une ville comme Gennevilliers, par exemple, même si l'insécurité existe, hein, mais c'est beaucoup. Enfin, moi, pour avoir habité Lutte, il y avait un mort par mois. Hein, c'est par la drogue, par les armes. C'était un peu chaud. C'est plus le cas. Compris ce que tu dis, le réseau de drogue, c'est tellement professionnalisé que compris, il est en train de se transformer dans la livraison à domicile, donc ça crée moins de difficultés. Non, mais c'est vrai, avec la Covid, moins de difficultés localement, mais même si ça reste une question. Par contre, dans le nouvel art de vivre populaire, on a à poser la question franchement aux gens, c'est de leur propre responsabilité dans la coéducation des enfants et des jeunes, pour que la communauté des adultes se sente co-responsable de ces... On ne s'en sortira pas par la police. On le voit bien, on est en échec. C'est un échec, la police. Mais pas la police en tant que telle, mais la vision sécuritaire. Même si moi, je pense que la police est une partie de la solution. Et il y a des lieux où il faut que ce soit la police. Hein. Je ne me faites pas jouer le rôle anti-flic en tant que tel. Il y a besoin, là où il y a drogue, là où il y a violence, c'est la police. Mais dans beaucoup de cas, quand c'est occupation des halls, quand c'est attroupement de jeunes ouvriers, il faut que la population adulte arrête d'avoir peur de la jeunesse, parce que sinon c'est la jeunesse qui prend le pouvoir dans les cités. Il faut qu'on arrive à recréer une forme de respect mutuel et une forme de réappropriation de la coéducation collective des jeunes et des adultes.
peut-être que là, j'ai peut-être une vision mythifiée du passé, mais c'est quand on a toujours fait les cons, les jeunes. Enfin, ils diront, je suis plus jeune. Donc, mais dans les cages d'escalier, la différence d'avant, c'est que quand le voisin, la voisine disait bon, tu nous fais chier, dégage, on dégageait. On allait faire le con plus loin. Aujourd'hui, c'est un rapport de force qui s'instaure. Mais ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas eu de coéducation, de travail de respect mutuel, d'ailleurs d'adultes avec les jeunes, de respect intergénérationnel. Et je pense que la communauté des adultes a une responsabilité qu'elle doit relever. Et il y a des expériences qui sont faites. Moi, par exemple, j'organise des apéros quand il y a appropriation de jeunes dans un hall d'immeuble, que ce n'est pas vérolé par un trafic de drogue, parce que là, ça devient dangereux, mais que c'est simplement de la consommation ou un petit groupe ou le début d'une installation, parce que quand c'est installé, vraiment, c'est plus difficile. Et bien, avec les habitants, on essaye d'installer, on organise aux heures d'occupation des jeunes des apéros, repas collectifs dans le hall, pour bien montrer que c'est la communauté des adultes de ce bâtiment se réapproprie tranquillement, sans violence, sans rapport de violence, se réapproprie les lieux aussi. Et donc, en général, ça ne règle pas totalement le problème, ça le déplace ailleurs, mais ça fait que les gens se refont respecter dans leur espace de vie, le font pacifiquement. Et le font de bonne façon qui permettent aussi de tisser des liens pour avancer. Donc c'est un peu, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais parce que ça demande une énergie d'enfer. Mais je crois que c'est incontournable aussi sur ce nouvel art de vivre populaire. C'est-à-dire que parce qu'en plus on décrédibilise la police à la faire intervenir sur tout et n'importe quoi. Et en fait, on a plus de jeunes qui passent une nuit au poste. Donc à la fin, on n'a plus peur de passer une nuit au poste. Hein. C'est la peur qui fait qu'on. c'est le respect aussi, le respect mutuel qui fait qu'on respecte des normes collectives. Voilà. Mais une fois qu'on a dépassé ça, on n'y arrive plus. Merci Patrice. Je vais passer la parole à Mariama qui l'a demandé. Et puis peut-être ensuite 2-3 mots de conclusion, puisqu'on était parti sur un format assez court, même si on a envie de rester plus longtemps. Mariama, merci. Oui, bonjour. Je vous remercie. Bonjour. Et je remercie Patrice de m'avoir invité. Moi, j'ai lu le livre, j'ai eu la chance de le lire. Ben, je rejoins Patrice un peu. Moi, je pense que ce livre reflète l'idée de la France. Eh ben, t'inquiète pas, Patrice, je ne parlerai pas de l'ascenseur social. Je sais que ce paragraphe. Oui, tu peux en parler parce que ça. Mariama, c'est intéressant parce que Mariama donc, est conseillère municipale à Gennevilliers. Elle est arrivée direct du Mali dans les années 2000. Du Sénégal. Du Sénégal, pardon, oui, du Sénégal, par amour. Ouais. Oui. Elle est ouvrière dans la blanchisserie, handicapée de son travail parce que son travail l'a épuisée. Et c'est vrai que c'est Jacques Bourgoin qui m'avait dit ton histoire de l'ascenseur social, parle-en à Mariama parce que tu verras si elle, ouvrière, elle a envie que ses enfants soient ouvrières. Donc je trouve que c'est un débat qu'il faut avoir, Mariama, parce que il est au centre et la contradiction, il faut la creuser. Oui. Oui, c'est vrai que je voulais pas en parler, mais comme tu m'invites à en parler, parce que je voulais parler de la coéducation, et ben tu as déjà parlé de ça. Tout de suite, tu viens de résumer tout ce que presque je voulais dire, un peu sur la coéducation. Mais je voulais aussi te poser la question sur le slogan qu'on a employé. Est-ce que tu penses que on va réussir, comme tu viens de dire, tout un village pour éduquer un enfant? Voilà. Et ça, j'ai eu un peu l'idée de ce que tu viens d'expliquer, tout, des grands frères et tout. Donc, je parlerai de l'ascenseur social. Pour moi, franchement, j'ai aimé l'idée un peu, mais moi, je pars par le principe que j'ai vécu ça et je dis il faut être dedans pour savoir combien de fois on ne peut pas accepter que nous, nos enfants, fassent le même boulot que nous. Parce que moi, à chaque soir, c'est cette chanson qui revient. Si je vois ma fille à une mauvaise note, tout ce que je dis, tu veux devenir ouvrière? Tu veux te lever à 5 heures du matin pour faire le boulot que je fais? Ah non, ça, je ne vais pas l'accepter.
J'étais accompagnée depuis 2 ans, 3 ans. Chaque matin, je me lève le matin pour t'amener à l'école. C'est pas pour que tu deviennes ouvrière. C'est parce que euh, c'est pas parce que le métier ouvrière n'est pas bien, mais c'est parce que la souffrance qu'il y a dedans et que les salaires ne sont pas valorisés aussi. On veut pas, nous qui avons vécu dans ça, on veut pas que nos enfants aussi souffrent de cette manière. C'est pour ça, moi, l'ascenseur social, je veux beaucoup en débattre aussi autour de moi parce que je suis dedans, j'ai vécu dans ça, et j'ai eu un handicap pour ça, donc j'ai pas envie que mes enfants passent aussi dedans et souffrent comme j'ai souffert. C'est pour ça. Alors merci Merci. beaucoup, merci Ouais. beaucoup, Mariama, parce que tu mets le doigt sur l'enjeu politique et société. Oui. Non, mais qui est important parce que c'est même Oui. capital dans notre si on veut être communiste en fait. Oui. Non, mais c'est vrai. Parce que, en fait, on est. C'est vraiment. Peut-être qu'il faudrait faire un autre bouquin là-dessus. Ouais, un autre. Non, parce qu'il faudrait creuser, parce que ça, c'est une intuition qui m'est venue en cours de bouquin. Donc, je ne vais pas creuser complètement. Mais qui part de ma critique de la mixité sociale et puis que la Covid et les réflexions sur relocaliser les productions. Et puis sur les métiers essentiels. Donc, est-ce que l'on peut parler longtemps de métiers, enfin, est-ce que c'est concevable que l'on parle de métiers essentiels et qu'en même temps qu'on n'ait qu'une volonté, c'est de sortir de ces métiers essentiels? Qui va les faire? Qui va faire ces métiers essentiels si notre aspiration c'est d'en sortir et que l'aspiration c'est que nos enfants ne le fassent pas? Donc il y a un problème politique, économique, tout ce qu'on veut, mais surtout politique. Si notre rêve de la transformation de la société, c'est que personne ne fasse ces métiers essentiels, qui va les faire? Des robots? Je n'y crois pas. Donc il y a une vraie question qui nous échappe si on reste que, comme le disait tout à l'heure, si on reste que sur salaire et si on n'est pas sur modification des modes de production, déprolétarisation du travail, diminution du temps de travail. Moi, et puis même, et donc décroissance aussi par quelques aspects. Et je pense qu'on est obligé de se confronter à cette question-là dans une réflexion marxiste et communiste. Sinon, on réfléchit le monde comme dans un mode de domination, c'est-à-dire que ces métiers essentiels, c'est à l'étranger qui vont le faire, donc on empêche le co-développement humain et l'épanouissement humain dans le reste du monde, dans ce cas-là, où on se dit on fait venir l'immigration et on aura nos immigrés qui régulièrement feront ce sale boulot à notre place, et on est dans un mode de domination, on reste dans un mode de domination. Donc vraiment, on ne peut pas échapper à transformer ces métiers et avec des métiers sur lesquels on peut trouver du sens. Et on peut trouver et en tout cas, il faut trouver des avantages. Donc, dans ces avantages de ces métiers, je voyais, il y a forcément la question du salaire, je pense. Et il y a forcément la diminution du temps de travail parce que c'est des métiers, comme le dit Mariama, qui cassent physiquement. Et c'est anormal que les métiers qui cassent physiquement, on les laisse perdus. Il faut les faire, mais on peut diminuer le temps. On n'est pas cassé de la même façon si on travaille 6 ou 7 heures par jour ou si on en est ce que l'autre parlait 3 heures par jour. Ça veut dire de redistribuer les richesses pour pouvoir permettre de faire ça. Donc, je crois c'est pour ça que le travail sur la ville m'a ramené à l'entreprise parce que ça nous ramène forcément au temps de travail, à des salaires, mais aussi, je pense, aux cadres. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la révolution viendra maintenant par les jeunes cadres, c'était dit tout à l'heure. C'est pas massif, mais le sentiment d'exploitation est extraordinaire chez les cadres dans le fait de bosser le week-end, le télétravail, les vacances, le nombre d'heures qui n'est plus compté, et l'envie de retrouver du sens au boulot et du sens dans la vie en dehors du boulot. Je pense qu'elle grandit un petit peu, même si ça reste minoritaire. C'est savoir écouter l'herbe qui pousse, comme disait Marx. Il y a un truc là qui pointe dans la société. Donc il y a les deux aspects, il y a le travail ouvrier et ce travail des cadres qu'il faut arriver à transformer au sein même de l'entreprise. Et donc transformer nos modes et rapports de production.
Mais Mariamat, c'est vraiment un débat pour moi extrêmement important, ce travail sur l'ascenseur social, parce que toi, dire à ses enfants de ne pas faire le travail que je fais, bon, c'est la preuve du courage que tu as en faisant ton travail, hein, parce que c'est aussi ça. Hein, c'est-à-dire qu'on a une vision de nos parents qui ont été courageux. Moi, mon père était ouvrier boulanger, il a travaillé 72 heures par semaine. C'est-à-dire qu'il y a une forme de courage, mais il y a une forme d'aliénation et de vision d'un boulot qu'il faudra faire. Et donc, on ne peut pas dire que c'est à des gens qui ont raté leurs études qui doivent le faire. Il faut qu'on arrive à. Bon, mon fils est cuisinier, c'est des horaires à la con. Donc nous, la bataille qu'on a fait avec ma femme, on lui a dit tu passes ton bac général parce qu'on a besoin de cuisiniers intelligents. Parce que la cuisine, c'est aussi et les boulots avec les mains, c'est aussi des boulots avec la tête. C'est pour ça qu'il faut arriver à déprolétariser le travail et retrouver un sens par une maîtrise totale du travail. Et pour ça, on a besoin de frugalité parce qu'on a besoin de moins de consommer. Si on veut pouvoir produire par une maîtrise plus complète des gens au travail, il faut une production peut-être plus chère, mais mieux maîtrisée par l'ouvrier au travail qui retrouve une forme d'artisanat. J'attire votre attention dans aussi, il y a un article qui est paru sur le caractère aliénant de l'industrie qu'on mythifie. Et peut-être que le communisme, c'est la sortie de l'industrie pour retrouver une forme de maîtrise de la production, pas totalement artisanale, parce que ce serait mais une maîtrise de production par les producteurs. Et on retrouve un intérêt à la production par ce biais-là, par cette déprolétarisation. Il faut aussi revaloriser les salaires de ces métiers. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais même avec un salaire plus élevé, c'est un boulot qui casse physiquement. On doit travailler à ce qui ne casse plus. C'est vrai. Voilà. Merci. Que ton handicap, c'est pas normal. Même, on ne va pas payer le handicap. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on ne va pas payer le fait que des gens acceptent d'être handicapés plus tard. Voilà. Donc, il faut diminuer. Alors, nous, on a des expériences à Gennevilliers, par exemple, on paye de l'ostéo aux cantonniers, il y a d'autres villes qui le font d'ailleurs, il n'y a pas que nous, mais ostéo aux cantonniers, au travail dans les crèches et autres, tous ces boulots un peu difficiles physiquement, mais ça se réfléchit. D'ailleurs, c'est une contradiction dans la gestion municipale, on gueule tous comme élus sur l'absentéisme, qui n'est pas forcément d'ailleurs plus grand que dans le privé, dans nos équipes qui travaillent dans les écoles ou dans les crèches ou autres, parce que c'est des boulots physiquement difficiles. Donc, et qu'on se retrouve en concurrence avec le privé qui vire les gens dès qu'ils sont handicapés. C'est ton cas d'ailleurs, tu te retrouves en marge de ton boulot, tu n'es pas dans ton boulot. Donc il y a une réflexion du service public qui est posée. Comment la société prend en compte que dans le service public, on prend mieux en compte les corps, mais aussi on fait qu'il y a des gens qui travaillent un peu moins parce qu'ils sont des handicapés. Et puis il y a une idée que je voulais ressoulever sur le faire avec, faire société ensemble, ce que disait mon ami Le Proust qui n'était pas sur le vivre ensemble, je partage son idée. Je pense qu'on a une réflexion à avoir sur le service public, qui n'est pas simplement délivrer un service, mais c'est comment le service public permet de faire ensemble, de faire avec les gens. Comment le service public n'est pas simplement une structure administrative dont c'est très difficile d'accès quand on a un projet, mais comment le service public permet à des populations de mettre en place leurs projets dans leur quartier, dans leur ville. Et ça, on a une transformation culturelle certainement à avoir comme élu, qui pousse d'ailleurs à se dire comment on est mieux pour apprendre de nos échecs. Parce que moi, on a cette expérience, j'étais maire adjoint à la jeunesse en 89, donc j'ai des jeunes qui tous les 4 ans reviennent avec cette idée, on veut un local, et on sait que si on leur donne un local, on l'ouvre et on le ferme au bout de 6 mois, c'est la pratique régulière. Et en même temps, comment on fait un acte éducatif de ça? C'est-à-dire comment on permet, non pas simplement de dire non, on l'a déjà fait, et puis on sait que ça ne marche pas, parce que ça, c'est renvoyer les gens à la non-expérimentation, et comment, dans le service public, même de l'échec, on en tire des leçons pour construire avec les gens et permettre aux gens de se construire. Il y a certainement là une réflexion à pousser, à développer, qui manque encore dans le livre, mais qui n'est qu'en filigrane.
Merci Mariama, merci Patrice. Je vous propose qu'on arrête à ce moment-là. Moi, j'avais encore beaucoup de questions, mais il faut savoir arrêter. Puis du coup, je vais réserver mes questions pour la prochaine fois parce que, comme l'a suggéré Gilles Leproux, je pense que ce serait bien qu'il y ait une prochaine fois. On organisera avec Patrice, peut-être après que son livre soit sorti, mais en l'occurrence, c'est bientôt. Donc voilà, je pense effectivement que ça mérite de poursuivre cet échange à la fois autour de son essai et on voit bien qu'on peut dépasser l'essai et en faire une discussion riche, fructueuse et surtout utile et nécessaire. Donc voilà, je propose que le CIDEF avec Patrice réfléchisse à des suites. Et puis, je remercie Patrice, bien sûr, et je vous remercie toutes et tous d'avoir été là ce matin dès 8 heures pour cette causerie bien intéressante et bien agréable. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Merci. Merci Une à toi question d'avoir avant de quitter, Bonne journée. une question qui n'a rien à voir avec le livre.